Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le corps de la petite Jeanne-Marie a été découvert aujourd'hui à une quinzaine de kilomètres de son village de Rhino en Alsace. La fillette de 11 ans avait disparu il y a une dizaine de jours. Ce sont des enfants qui ont donné l'alerte. La bataille a commencé à l'Assemblée sur la réforme de l'assurance maladie. La gauche mais aussi l'UDF ont déposé plusieurs milliers d'amendements. Auparavant, les députés avaient adopté le changement de statut d'EDF-GDF. L'Irak, Saddam Hussein, Tarek Aziz et 10 autres ex-dirigeants passeront demain sous le contrôle des nouvelles autorités. À Bagdad, la violence continue. 3 soldats américains ont été tués dans l'explosion d'une bombe. Des sanctions de plus en plus lourdes contre les pollueurs des mers. Le tribunal de Brest a condamné un capitaine roumain à 350 000 € d'amende pour dégazage sauvage et délit de fuite. 14 pays africains réunis à Paris pour tenter de sauver les éléphants. Après une période de surpopulation, l'espèce est à nouveau en danger dans certaines parties du continent. Enfin, après Marcel Julien, c'est un autre pionnier de la télévision qui disparaît, Georges Decaune, animateur, journaliste. Il avait aussi été l'un des premiers présentateurs du journal télévisé. D'abord donc cette découverte dans un ruisseau en Alsace. Il s'agit bien du corps de la petite Jeanne-Marie, disparue il y a 10 jours. Annonce faite par le procureur il y a moins d'un quart d'heure à Strasbourg, où l'on retrouve tout de suite Christine Boss et Virgile Liédo. C'est au bout de ce chemin que 3 enfants ont découvert vers 15 h cet après-midi le corps d'un enfant flottant dans le ruisseau qui traverse le petit village de Walff. Depuis, gendarmes et légistes s'affairent pour trouver d'éventuels indices, car le corps de l'enfant, âgé de 10 à 12 ans, est dénudé. Il a vraisemblablement été déposé là. En l'état, on ne sait pas encore s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Le médecin légiste est actuellement en train de procéder aux premières vérifications pour déterminer le sexe de l'enfant. Déjà, ce n'est pas évident compte tenu de l'état de décomposition avancé du corps. Il ne s'agit donc pas de Julie, 15 ans, disparue depuis vendredi à Schirmeck. En revanche, le signalement correspond à Jeanne-Marie, 11 ans, disparue depuis le 18 juin à Rhino, à 15 km d'ici. La petite fille qui circulait à vélo aurait été écrasée puis enlevée par un automobiliste qui se serait ensuite débarrassé du corps. 6 personnes domiciliées ici à Artolsheim sont mises en examen dans cette affaire. Les enquêteurs ont fouillé les étangs et le Rhin pour retrouver le corps, mais sans succès. Le procureur de la République de Strasbourg vient de confirmer qu'il s'agit bien du corps de Jeanne-Marie. Et sur place à Walff, on retrouve en direct Christophe Nédard. Bonsoir Christophe. L'enquête n'est pas pour autant terminée. Non, l'enquête, effectivement, David, se poursuit car il reste maintenant à faire l'autopsie. L'autopsie qui permettra de déterminer probablement la date de la mort de la petite Jeanne-Marie. Et cette autopsie permettra également de déterminer les circonstances de la mort de la petite fillette à peine âgée de 11 ans. Vous savez qu'il y a différentes versions entre les mises en examen. Il y en a un, notamment le frère, qui dit que l'enfant serait peut-être mort sur le coup. D'autres disent que l'enfant serait peut-être mort après. Donc ça, l'autopsie permettra évidemment de le déterminer, tout comme elle permettra de déterminer s'il y a eu ou pas des sévices sexuels. Autre élément encore important de cette enquête, c'est la voiture. La voiture reste toujours introuvable. Aujourd'hui encore, des plongeurs ont sondé le Rhin à la recherche de la carcasse ou éventuellement de ce véhicule qui aurait touché donc Jeanne-Marie lors de l'accident le 18 juin. Donc cet élément-là reste également encore important. Et puis je vous le rappelle, évidemment, il y a encore ces 6 personnes mises en examen, dont 4 aujourd'hui ont été amenées à Artolsheim où ont lieu la plupart des recherches au niveau de l'étang d'Artolsheim. C'est là qu'on cherchait jusqu'ici l'enfant et la voiture. Peut-être que c'est maintenant là que vont se concentrer les recherches au niveau du véhicule également, David. Merci Christophe pour ces précisions. Et puis toujours en Alsace, cette avancée dans l'enquête sur l'autre disparition, celle de Julie, cette adolescente de 14 ans. Son vélo a été retrouvé en forêt sur les hauteurs du village de Schirmeck, à quelques 5 kilomètres de son domicile. Hier, le procureur indiquait que les thèses de la fugue ou de l'enlèvement étaient privilégiées. Celle de l'accident a été quasiment abandonnée. C'est un marathon qui vient de commencer ce soir à l'Assemblée nationale. Les députés entament l'examen de la seconde grande réforme du gouvernement Raffarin, celle de l'assurance maladie. Quelques 7000 amendements ont été déposés. La bataille s'annonce donc acharnée. La gauche dénonce un texte inefficace et injuste. Alexandre Cara, Bruno Vignet. Un peu à la manière Sarkozy. Aujourd'hui, Philippe Douste-Blazy avait invité les députés de la majorité pour leur expliquer son projet de réforme sur l'assurance maladie. Visiblement, le message est bien reçu.
Si ce texte ne passe pas, si ce texte est mal appliqué, parce que c'est vrai que son application va être très importante, eh bien notre système d'assurance maladie est fini. Le texte de Philippe Douste-Blazy provoque une mobilisation à gauche, notamment en raison de 3 points du texte. 1 € que chaque assuré devra verser par acte médical. Puis l'augmentation du forfait hospitalier de près de 23%. Enfin, la hausse de la CSG pour les actifs et les retraités. Des kilos de papier et près de 7000 amendements. Pour aller à la bataille parlementaire, la gauche n'a pas lésiné sur les moyens. Pour les communistes, le texte de loi est d'abord injuste dans les 15 milliards d'euros qui devront le financer. 1 milliard pour les entreprises, qui bénéficient par ailleurs de 20 milliards d'exonération de cotisations patronales, et 14 milliards payés par les salariés et par les assurés sociaux. Les emprunts que vous allez... Le Parti socialiste tente surtout de mettre en avant ses contre-propositions, histoire de montrer qu'au PS, on a aussi des idées. Nous proposons aussi que, par exemple, on double la cotisation sur les bénéfices des entreprises et que, d'autre part, les recettes qui proviennent du tabac et de l'alcool soient affectées au financement pérenne de l'assurance maladie. La bataille parlementaire ne fait que commencer, mais session extraordinaire oblige, l'examen du texte devra être bouclé d'ici la mi-juillet. De longues nuits blanches en perspective pour les députés. Et la crise de l'assurance maladie n'est pas propre à la France. Ailleurs en Europe, les remèdes sont parfois beaucoup plus sévères. Exemple, les Pays-Bas. Là-bas, l'équilibre est devenu obligatoire. On fixe les tarifs en conséquence. Tout se passe au forfait. Les assurés disposent d'une somme annuelle pour leurs dépenses de soins. S'ils la dépassent, ils payent de leur poche. Quant aux médecins, ils sont rémunérés au nombre de patients et pas au nombre de consultations. Reportage Sophie Mézel, Francis Forget. Cette patiente peut venir autant de fois qu'elle le souhaite chez son généraliste. Cela ne coûte pas plus cher à l'assurance maladie néerlandaise. Pour chacun de ces 2000 patients inscrits, ce médecin touche en effet un forfait à l'année. Le malade, lui, ne s'étonne pas de repartir sans ordonnance. 1 fois sur 2, le médecin ne prescrit rien. Pas de médicaments superflus. On a une lutte avec les clients qui demandent les antibiotiques pour les éviter. Du coup, les Hollandais sont champions d'Europe de la maîtrise des coûts de santé. D'ailleurs, quand le médecin finit par prescrire une ordonnance, le pharmacien, lui, ne délivre que la dose exacte pour le traitement. Aujourd'hui, les Pays-Bas sont à l'équilibre, c'est-à-dire pas de trou de la Sécu. Et pour éviter que les comptes ne dérapent avec le vieillissement de la population, les Pays-Bas anticipent et mettent en place pour l'année prochaine une réforme. Tout d'abord, la cotisation d'assurance maladie, qui était en moyenne de 340 € par an et par habitant, va passer à 420 €. Mais le patient peut être remboursé jusqu'à 250 €, le seuil fixé par la réforme. Il obtient précisément la différence entre les 250 € et ce qu'il a dépensé. S'il ne dépense rien, il aura 250 € de bonus. S'il dépense 100 €, il aura 150 € de bonus. Et s'il dépense 250 € ou au-delà, il n'obtiendra aucun bonus, mais il ne sera pas pénalisé non plus. Le but étant d'inciter la population à dépenser moins. Je suis un client très dépensier, je ne serai jamais remboursé. À l'université Erasmus de Rotterdam, où l'on forme les futurs économistes de la santé, on s'inquiète toutefois des effets pervers d'une telle mesure. Les 5% les plus pauvres de la population risquent de ne pas aller chez le médecin dans le but de récupérer de l'argent. Cette réforme, encore en discussion au Parlement, devrait être en application en janvier prochain. Mais elle provoque déjà de fortes polémiques au sein de la gauche néerlandaise. Auparavant, l'Assemblée avait adopté la réforme du statut d'EDF-GDF. Les deux entreprises publiques deviennent donc des sociétés anonymes. L'État conservera au moins 70% du capital. Jusqu'au dernier moment, les syndicats ont manifesté leur opposition. 6e journée d'action en 3 mois. Mais selon la direction, les taux de grévistes étaient de 12% contre 33% il y a 2 semaines. Les manifestations ont rassemblé entre 3 et 6 000 personnes à Paris. Rassemblement également à Toulouse, Grenoble ou encore ici à Montpellier. Et puis la journée a été marquée aussi par des vagues de coupures de courant, notamment à Bordeaux la nuit dernière, où l'aéroport et plusieurs usines ont été ciblées. Des quartiers de l'agglomération ont également été plongés dans le noir. L'actualité à l'étranger est dominée aujourd'hui encore par l'Irak au lendemain de la passation des pouvoirs. Regardez d'abord ces images prises sur le vif en plein sommet de l'OTAN au moment même où George Bush apprend la nouvelle. C'était hier, Florence Bouquilla.
Une lettre opportunément glissée hier à George Bush. Un sourire échangé avec Donald Rumsfeld. Et le destin de l'Irak est scellé. À ce moment-là, seuls quelques élus sont dans la confidence. Quelques mots du président américain à l'oreille de son allié Tony Blair. Congratulations. Sur cette lettre, ces mots de la conseillère Condoleezza Rice. Monsieur le Président, l'Irak est souverain. La passation a eu lieu à 10h26 heure irakienne. Plus bas l'écriture de George Bush, que règne la liberté. Ce matin, Bagdad salue la souveraineté retrouvée. À toute date importante, son symbole, le drapeau américain s'abaisse, le drapeau irakien s'élève dans le ciel. Les soldats de la garde nationale irakienne, eux, semblent vouloir y croire. Certes, l'avenir n'est pas sûr, mais leur patrie retrouve un peu de dignité et ils ont une mission. Si Dieu le veut, nous arriverons à éliminer chaque terroriste et tous les éléments perturbateurs en Irak. Le Premier ministre irakien Iyad Allaoui n'a pas attendu plus d'une journée pour l'annoncer. Saddam Hussein sera placé dès demain sous autorité irakienne. Avec lui, 11 hauts dignitaires de son régime, dont Tarek Aziz et Ali le Chimique. Tous resteront néanmoins sous la garde de l'armée américaine jusqu'à leur procès. Cet homme est aussi un symbole des nouvelles relations Irak-États-Unis. John Negroponte, 64 ans, tout nouvel ambassadeur à Bagdad. Au lendemain de la passation de pouvoir, les Américains ont fait un premier geste, libérer plus de 400 détenus irakiens des prisons d'Abu Ghraib et de Bouka. Et puis la France se dit prête aujourd'hui à rétablir rapidement des relations diplomatiques avec l'Irak. Quant à la population irakienne, on l'a vu hier, c'est la prudence qui domine. On évoque beaucoup la violence, mais il y a aussi des signes d'optimisme. Ainsi, les naissances sont en hausse sensible depuis quelques mois. Sur place, nos envoyés spéciaux, Martine Laroche-Joubert, Patrick Desmully. Ils sont nés en même temps que le nouvel Irak. Voici la maternité la plus recherchée de Bagdad, l'hôpital Saint-Raphaël. Les sœurs y administrent les meilleurs soins, mais depuis quelques semaines, elles sont débordées. Et il vient de naître celui-là. 14 mois après la fin de la guerre, c'est le boom des bébés. Ils sont plus tranquilles maintenant et il y a beaucoup de bébés. On ne sait pas, nous, on a remarqué ça, qu'il y a beaucoup, le nombre a augmenté des bébés après la guerre. Selma reçoit dans ses bras son premier enfant enveloppé dans un drap vert, comme le drapeau de l'imam Hussein, sourit Sœur Marianne. Vous savez, après la guerre, la situation économique s'est améliorée. Les salaires ont augmenté. Et ceux qui ne pensaient pas du tout faire un bébé ont commencé à l'envisager. Dans la salle à côté, cette future mère, entourée par toute sa famille, est sur le point d'accoucher. Psychologiquement, après la chute de Bagdad, on s'est senti mieux pour faire un bébé, nous confie son mari. L'embargo a été levé. Peut-être que l'année prochaine, il y aura encore davantage de bébés si la sécurité revient. Les chrétiennes comme les musulmanes choisissent d'accoucher ici, l'hôpital Saint-Raphaël, une oasis d'espoir. Les Américains ont commencé à passer le témoin, mais ils restent la cible des attentats. 3 Marines ont été tués, 2 autres blessés dans l'explosion d'une bombe au passage de leur convoi à Bagdad. Et par ailleurs, un soldat enlevé en avril a été exécuté par ses ravisseurs. Il avait 20 ans. Cela porte à plus de 630 le nombre de morts américains depuis le début de la guerre. Et aux États-Unis, des groupes pacifistes commencent à se faire entendre, parfois de façon inattendue. Exemple sur cette plage de Californie, sur place, Pascal Golomer, Tristan Lebras. Ce sont des croix qu'ils jettent sur le sable par lot de 10. Des croix blanches pour représenter chaque soldat américain mort en Irak depuis mars 2003. Tous les dimanches matins, le petit groupe de vétérans pacifistes vient installer ce monument éphémère sur la plage de Santa Barbara. C'est Steven, l'ancien du Vietnam devenu charpentier, qui lança l'idée en novembre dernier. Et c'est lui qui fabrique de nouvelles croix chaque semaine. Ce gouvernement a conduit le pays à la guerre par le mensonge, la manipulation et la tricherie. Et nous essayons aujourd'hui de faire prendre conscience aux gens du prix exorbitant que nous payons pour cette guerre illégale et immorale. Discours très politique. Mais les touristes intrigués ne trouveront sur place aucune pancarte, aucun tract. Les centaines de croix se suffisent à elles-mêmes, disent les vétérans, qui se chargent de susciter le débat en interpellant ceux qui prennent le temps de s'arrêter.
Je soutiens nos troupes et je suis derrière notre président, mais il s'est vraiment trompé et ça nous coûte cher aujourd'hui. Mais combien de charniers la libération de l'Irak a-t-elle permis d'éviter? Combien de viols? Combien de sévices? Évidemment, c'est beaucoup moins facile à comptabiliser que le nombre de soldats morts. La famille Nakamura, elle, est venue seulement pour se recueillir autour de la croix qui porte le nom de leur fils, tué à Bagdad il y a tout juste un an. Leurs intentions sont bonnes et je ne critiquerai pas l'intervention en Irak. Nous avons simplement eu la malchance de perdre notre fils. Eux ne voient sur cette plage qu'un hommage aux héros disparus. Un hommage que Steve et ses amis vétérans entendent bien rendre chaque dimanche jusqu'à ce que le dernier soldat américain ait quitté l'Irak. En bref, encore un revers juridique pour George Bush. La Cour suprême américaine a estimé que les prisonniers de Guantanamo avaient le droit de contester leur détention devant les tribunaux américains. L'Europe, maintenant, c'est fait, c'est officiel. La Commission a un nouveau président. Le Premier ministre portugais José Manuel Durão Barroso a dit oui. Il se dit très heureux et plaide pour une Union européenne forte. Jean-Paul Chapelle, Christian-Marie Monod, qui nous explique aussi quelles sont les attributions d'un président de Commission. Quand ce jour-là, le Portugal remporte un match à l'Euro, le Premier ministre discret n'est encore qu'à la tête d'une équipe nationale. Aujourd'hui, changement de statut, il joue à l'international, il devient président de la Commission européenne. Une de ses qualités, non négligeable pour le poste, il parle très bien français. Il sait même en plaisanter en cas de problème technique. En ce qui concerne la construction européenne et le projet européen, je crois que le microphone n'aime pas que je parle en français, non? Le successeur de Romano Prodi ne s'était jamais fait remarquer à Bruxelles, mais il connaît parfaitement les institutions et les difficultés de la tâche qui l'attend. C'est tellement difficile de diriger maintenant une commission à 25 membres, avec 25 pays, avoir quelqu'un qui puisse être un partenaire du Conseil européen, un partenaire du Parlement européen, mais quelqu'un qui puisse donner de la vigueur, de l'autorité à la Commission. Une commission qui a déjà montré sa toute-puissance dans de nombreuses décisions. Les OGM, le dossier Alstom, EDF, charge au nouveau président de réformer le pacte de stabilité, de poursuivre l'élargissement avec la candidature de la Turquie et de boucler le budget européen pour les années 2006-2013. Militant maoïste dans sa jeunesse, cet homme de centre droit est assez modéré pour trouver des consensus. Il a apporté un soutien sans faille aux États-Unis sur l'Irak. Il a même accueilli le fameux sommet des Açores. C'était quelques jours avant le déclenchement de la guerre. Justice avec d'abord cette sanction record pour un dégazage sauvage. C'était dans le golfe de Gascogne en décembre dernier. 350 000 € d'amende à l'encontre du capitaine d'un cargo, peine prononcée par le tribunal de Brest. Jérôme Soulard, Jacques Deveau. C'était le 27 janvier dernier en Atlantique. Le Pantocrator, navire chypriote, est pris en flagrant délit de pollution. Un déballastage sauvage qui, cette fois, ne passera pas inaperçu. La position de la pollution présumée, à toi. Le pollueur va dégazer sur 37 km. Poursuivi par la marine, le capitaine va même tenter de fuir, sans succès. Finalement détourné vers Brest, l'armateur paiera 500 000 € de caution pour pouvoir repartir jusqu'à son procès. 5 mois plus tard, le tribunal de Brest a aujourd'hui confirmé la faute en condamnant le pollueur à payer 350 000 € d'amende, la plus lourde sanction jamais prononcée en France. Ça va dans un sens, en tout cas, que l'on souhaite, c'est-à-dire qu'une augmentation de l'amende permette une dissuasion progressive des pollueurs des mers. Des amendes effectivement très dissuasives, car elles dépassent largement le prix d'un déballastage officiel pratiqué dans un port. 80 000 € le nettoyage des cuves, 60 000 € pour la journée d'immobilisation, soit un total de 80 000 €. Le calcul est rapidement fait pour le pollueur potentiel. De plus, côté surveillance, les autorités françaises ont cette année fait des efforts considérables. Déjà 14 flagrants délits et condamnations prononcées pour 2004. L'intérêt des armateurs aujourd'hui, c'est bien de respecter la loi, qu'on se le dise. Justice encore avec le procès de Dominique Ambiel, l'ancien conseiller en communication de Jean-Pierre Raffarin, est poursuivi, vous le savez, pour outrage à agent et sollicitation de prostituées mineures. Je n'ai rien fait de ce qui m'est reproché, j'ai été assassiné par la presse, discrédité, sali, déshonoré, a-t-il déclaré à la barre.
Le parquet a requis 2 000 € d'amende, jugement le 6 septembre prochain. Et puis le tribunal de Bordeaux se penchait aujourd'hui sur la validité du premier mariage homosexuel, célébré à Bègles il y a quelques semaines. 2 heures de débat, le ministère public a demandé au juge de prononcer la nullité. Le code civil n'a pas été respecté selon lui. Décision le 27 juillet. C'est demain que sera annoncé le plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo. Il est censé incarner le virage social du gouvernement, amorcé après la défaite des régionales. Un plan très attendu. On en connaît déjà les grandes lignes. Les voici avec Nathalie Moisin. Voici le tournant social de la législature annoncé depuis plusieurs mois. L'objectif de Jean-Louis Borloo, c'est de traiter ensemble les questions d'emploi, d'insertion et de logement dans un même plan de 5 ans. Premier volet, l'emploi. Un contrat d'activité sera créé pour les allocataires des minima sociaux comme le RMI, des contrats de 2 ans dans des collectivités locales payées aux 3/4 du SMIC. 250 000 personnes pourraient en bénéficier. Pour que les chômeurs ne soient plus baladés d'une structure à l'autre, 400 maisons des ressources humaines comme celle-ci seront créées avec tous les services de l'emploi, ANPE, ACEDIC réunis au même endroit. À l'automne, une loi sur l'emploi présentera aussi une réforme de l'ANPE. Deuxième axe du plan, l'insertion des jeunes. 800 000 d'entre eux bénéficieront de contrats de travail. Ils seront accompagnés dans leur recherche d'emploi par une personne qui les suivra dans la durée. L'apprentissage sera valorisé avec de meilleurs salaires et des aides au logement pour les apprentis. Troisième axe du plan, le logement. Avec un objectif, 500 000 logements HLM construits dans les 5 prochaines années. Une partie de ces appartements sera réservée aux familles logées provisoirement à l'hôtel. Ces mesures devraient coûter 1 milliard d'euros en 2005, puis 3 milliards d'euros par an jusqu'en 2009, soit une addition totale de 13 milliards d'euros. C'est donc le grand retour du traitement social du chômage. Chaque demandeur d'emploi bénéficiera d'un suivi individuel et en échange, les contrôles seront plus sévères pour limiter ce que l'on a appelé parfois le chômage volontaire. Ces contrôles existent déjà, mais un récent rapport de la Cour des comptes dénonçait leur insuffisance. Voici très concrètement comment se déroulent ces opérations. Enquête Séverine Lebrun, Arnaud Wust. Vous avez une radiation pour absence à contrôle le 31 mai 2000. Depuis son inscription à la NPE, ce demandeur d'emploi est loin d'être un bon élève. Il est placé sous haute surveillance. La NPE vous avez convoqué le 1er février 2001, vous n'y êtes pas allé non plus. Des absences à répétition, le motif est suffisant pour le soumettre à un contrôle de la direction départementale du travail. Et là, c'est l'interrogatoire. Vous n'avez pas trouvé d'emploi? Des fois c'est pour manutention et tout. Je leur ai dit, je suis cariste, autant mieux rester comme cariste. Oui, mais vous pouvez faire de la manutention aussi, plutôt que d'être au chômage. Il touche depuis 1 an 830 € d'ACEDIC chaque mois, mais ne peut pas prouver qu'il cherche vraiment du travail. Aucun certificat d'inscription en intérim, pas de réponse d'employeur, pas de CV. La contrôleuse n'est pas convaincue. La sanction tombe. Pendant 2 mois, vous ne toucherez pas vos allocations. Parce que vous êtes inscrit à la NPE, vous touchez des allocations, mais en échange, vous devez chercher du travail. Et pour moi, vous n'en cherchez pas. Et le fait d'être contrôlé, là, vous pensez que ça va vous remotiver? Là, ça motive parce qu'on ne peut que pas être comme ça. On va se dire, du jour au lendemain, ça va être suspendu, donc il faut que je cherche. Cet autre chômeur, 42 ans, n'écopera que d'un avertissement. Il a pu prouver qu'il contactait régulièrement entreprises et agences intérim, mais la contrôleuse le juge quand même un peu trop exigeant. Oui, mais vous savez que pour trouver du travail, des moments, il faut faire des concessions sur le salaire aussi. Oui, bien sûr. Vous avez l'impression de tout faire, vous, pour retrouver un travail? Moi, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut. Ouais. Après, on se dégoûte aussi, parce que ça fait quand même 4 ans. Après, il y a un moment où on commence à se lasser, quand on vous dit non, vous faites pas partie. C'est pas bon, non, là, on n'a pas besoin de monde. 40% des entretiens se soldent par une sanction, du simple avertissement à la suspension définitive des ACEDIC. Ultime recours pour les chômeurs, cette commission paritaire aux allures de tribunal. Vous essayez de m'embobiner avec vos histoires de date là. C'est pas la maladie de votre fils qui vous a empêché d'aller à la NPE au mois de septembre. Voilà, c'est ce que je vous dis. Vous me dites le contraire. 53 ans, seule, avec 3 enfants à charge, cette chômeuse obtiendra finalement la clémence. Elle a prouvé sa bonne foi, sa sanction est levée. C'est pas très grave, hein. Je crois que là on va la récupérer, elle va rentrer dans le rang. Ces contrôles, la Cour des comptes ne les juge pas assez efficaces. Le nombre d'entretiens aurait chuté de près de 18% en 2001. Les contrôleurs n'assureraient qu'un peu plus de la moitié de leur objectif mensuel.
et dans les 3/4 des cas, il ne donnerait aucune sanction. Pour sa défense, le chef du service des contrôles évoque pêle-mêle le manque de moyens, l'absence des chômeurs aux convocations 1 fois sur 2 et surtout, il veut combattre les idées reçues. Moi, je crois surtout que les gens qui sont demandeurs d'emploi indemnisés, dans leur très grande majorité, sont des gens qui sont réellement en difficulté, qui réellement recherchent du travail. Et donc, on n'a pas de raison de les sanctionner. Renforcer les contrôles, c'était l'un des axes majeurs de la grande loi pour l'emploi annoncée l'année dernière. Mais après les élections, le dossier s'annonce beaucoup plus délicat pour le gouvernement. L'enquête sur la faillite de Moulinex remonte à la tête du groupe. L'ancien PDG Pierre Blaillot a été placé en garde à vue ce matin. La justice s'interroge sur des mouvements de trésorerie qui auraient permis de masquer les difficultés du fabricant d'électroménagers. 5 ex-dirigeants du groupe ont déjà été mis en examen. Un procès qui mobilise tout un village. Le maire de Lavasso, près de Poitiers, et plusieurs autres élus, exaspérés face à la passivité des gendarmes devant la petite délinquance, ont joué aux justiciers. Ils ont poursuivi, séquestré plusieurs jeunes du village soupçonnés de dégradation. Le tribunal a requis aujourd'hui de la prison avec sursis. Sur place, François Privat, Alain Darigrand. De la prison avec sursis requise à l'encontre des 7 prévenus. Des peines de 8 à 1 mois, selon leur degré d'implication. Le procureur François Fels souhaite une vraie sanction. Vous vous êtes comporté comme une bande de mineurs délinquants, a-t-il lancé aux 7 hommes, en soulignant l'humiliation subie par l'un des 2 jeunes déshabillés de force. Il y a le ras-le-bol d'une population et des élus locaux qui sont constamment pris à partie par la population qui est victime de toutes les déprédations qu'on peut imaginer dans un petit territoire tranquille. 6 mois de prison requis contre le maire de Lavasso, Raymond Guichard, et 2 de ses adjoints, membres passifs de l'expédition punitive. Depuis plusieurs années, la commune de 800 habitants est régulièrement troublée par des exactions commises la nuit. Pour les villageois, les gendarmes ne sont pas assez présents au quotidien. À la sortie de l'audience où ils sont venus en masse, ils ne cachent pas leur déception. Qu'est-ce que vous avez envie de soutenir votre maire ? Rien. C'est toujours les mêmes qui payent et on en a marre aussi. Voilà. La majorité des prévenus a demandé pardon aux 2 victimes absentes cet après-midi. Elles seront pour leur part jugées ultérieurement pour une série de petits délits. Le tribunal correctionnel de Poitiers s'est donné jusqu'au 19 août prochain pour rendre sa décision. La conférence de la famille, on l'évoquait hier, elle s'est réunie aujourd'hui à Matignon. Confirmation des mesures dévoilées et parmi elles le développement de l'engagement personnel et de l'autonomie des adolescents. C'est le thème de cette année. Parmi les jobs d'été concernés, l'animation de colonies de vacances, les fameux monos. Ils sont 40 000 chaque année à passer le diplôme. Nabila Tabouri, Mathias Barrois. Dans cette clairière de la région parisienne, on rejoue le monde des dieux grecs. Pour l'ambiance colonie de vacances, on ne pouvait pas faire mieux. Mais n'allez pas croire que ces jeunes sont là pour s'amuser. Ils ont déboursé chacun 330 € pour préparer ici leur BAFA, le brevet d'animateur. Premièrement, c'était une idée de job d'été. En même temps, c'est assez sympa parce qu'on fait plein de jeux avec les enfants. Ça permet de passer des vacances, non pas enfermés dans un bureau. Ils sont une trentaine de stagiaires, moyenne d'âge à peine 20 ans. Étudiants ou demandeurs d'emploi, ils ont 3 stages obligatoires. Celui-là est le dernier. S'ils décrochent leur diplôme, ils pourront trouver un emploi cet été dans une colonie ou un centre aéré. J'ai 16 ans, je travaille tous les étés pour pouvoir gagner de l'argent. Et j'ai pris le BAFA pour que ce soit quelque chose de plus plaisant que ce que je faisais avant. Tu faisais quoi avant ? J'ai fait caissière, j'ai fait télémarketing, donc des choses... c'était différent, quoi. Valoriser l'engagement personnel des jeunes adultes, c'est l'un des grands axes retenus par la conférence de la famille. Ainsi, ces jeunes pourront bénéficier dans leurs emplois saisonniers d'exonération fiscale. De quoi inciter les employeurs à les recruter après formation. À choisir entre 2 CV identiques, s'il y en a un qui a le BAFA et l'autre non, il est évident que l'employeur a plus de chances de prendre celui qui a le BAFA. Chaque année, 40 000 jeunes décrochent leur BAFA. Ce sont eux qui, dans quelques jours, s'occuperont des enfants dans les centres de vacances. La réouverture partielle du terminal 2E à Roissy. Pour l'instant, ce sont les employés qui y travaillent à nouveau. Aéroport de Paris envisage le retour du public peut-être dès la mi-juillet. L'effondrement de la jetée d'embarquement, vous le savez, avait fait 4 morts en mars dernier. L'enquête est toujours en cours.
On reste dans l'aviation avec un record, celui de la plus longue distance parcourue sans escale par un avion de ligne. La ligne Singapour-New York était inaugurée hier soir, 18h30 de vol pour près de 200 passagers. Impressionnant et un peu long aussi. Nicolas Châteauneuf, Patrick Voix. Cet avion vient tout juste d'atterrir, mais il a déjà sa place réservée dans le livre des records. Il vient d'accomplir le plus long vol commercial sans escale, un trajet Singapour-New York d'une traite, soit plus de 16 600 km en passant par le pôle Nord, l'équivalent d'un Paris-Sydney en vol direct. À bord de l'avion, 181 passagers tout de même heureux d'arriver à bon port après un voyage de 18 heures. Avant, nous devions descendre à mi-chemin en Europe et prendre un autre avion, avec tous nos bagages. Ce n'était pas très pratique. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. L'avion est un A340-500 d'Airbus qui possède actuellement le plus long rayon d'action des avions commerciaux. Grâce à lui, la compagnie Singapore Airlines économise 4 heures de vol. Mais la multiplication de ces trajets sans escale pose d'autres problèmes, car l'immobilité des passagers pendant le vol peut provoquer de graves problèmes de circulation sanguine, ce que l'on a appelé le syndrome de la classe économique. On recommande une mobilité aux gens, on recommande des boissons abondantes, on recommande le port de chaussettes de voyage ou de bas de contention. Depuis quelques années, les grandes compagnies aériennes ont pris conscience du problème et les constructeurs aussi. La 380 d'Airbus, par exemple, devrait être dotée de larges espaces. Le prix à payer pour faire voyager leurs passagers plus vite et plus loin. Et puis une autre prouesse aérienne beaucoup plus impressionnante, une adaptation au cinéma des Chevaliers du Ciel. L'armée de l'air participe au tournage pour aider les acteurs à devenir, pour quelques jours, des pilotes de chasse. Première rencontre aujourd'hui sur l'aérodrome de Saint-Dizier. Thierry Curtet, Bruno Giraudon. Ils payent de leur personne les prochains Chevaliers du Ciel. Les deux comédiens, Benoît Magimel, Clovis Cornillac, subissent en accéléré la découverte de leur prochain rôle. Tanguy et La Verdure, les deux prénoms ont un peu vieilli, ils seront changés. Pour le reste, l'esprit restera le même. Avant le vol, check-up, bon pour le rôle. Puis, les consignes de sécurité. Sur le siège éjectable, en cas de problème, la sortie, c'est par le haut. Nous, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire dès le début pour essayer de toucher quelques sensations, essayer de comprendre un petit peu ce que c'est. C'est pas en un vol qu'on va tout apprendre et tout connaître, mais je crois que c'est... Si on a l'occasion de le faire, autant le faire. Les moteurs repartent! Les Chevaliers du Ciel. La série télé avait fait un tabac dans les années 60. Inspirée directement par la BD, elle avait été pour l'armée de l'air une formidable usine à rêves et à recrutement aussi. Mais depuis 25 ans, le monde militaire et le monde de la culture s'ignoraient. Lorsque le producteur a proposé son projet, il a emballé les pilotes, à tel point que la défense n'a quasiment pas demandé de modification du scénario. Les temps aussi ont changé, c'est-à-dire que les clichés qui représentaient les armées au cinéma ne sont plus ce qu'ils étaient, donc la rencontre est rendue possible par l'évolution des deux parties. Et je vais vous dire, on se prend une claque. Oh la vache. L'histoire mêlera espionnage et trahison dans l'armée française. Le tournage débute le 14 juillet au-dessus de Paris, durant le défilé aérien. Toi, tu sais plus où est la Terre, tu sais plus trop où t'es, tu pèses, je sais pas, 2-3 tonnes. T'as l'impression que tu fais ça, tu sais, drôle. Pour savoir s'ils ont résisté jusqu'au bout, rendez-vous dans un an pour la sortie en salle. Et maintenant, on va faire un petit truc, on va décrocher un peu sur la gauche. L'espace avec le lancement réussi du satellite Déméter, décollage avec une fusée franco-russe depuis Baïkonour au Kazakhstan. On l'évoquait ici même, la mission française tentera d'anticiper les tremblements de terre. Elle va durer 1 an. Au sol, maintenant, la condamnation du danseur Patrick Dupont à 2 mois de prison ferme pour conduite en état d'ivresse. Il a été contrôlé 2 fois à 3 jours d'intervalle avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée. L'environnement avec la protection des éléphants d'Afrique. Il y a quelques années, on parlait de surpopulation. Depuis, le commerce de l'ivoire a été à nouveau autorisé. Aujourd'hui, l'espèce est en danger dans plusieurs zones du continent. Agnès Monteux, Florence Mavic. Menacés d'extinction à cause de leur précieuse défense. En Afrique de l'Ouest et du Centre, les populations d'éléphants ont chuté de 90% en 20 ans. Les gardes arrivent souvent trop tard. Ils ne peuvent que répertorier impuissants les milliers de nouveaux massacres enregistrés chaque année.
C'est pour éviter leur disparition qu'une réunion était organisée aujourd'hui à Paris. Les représentants de 14 pays africains demandent l'interdiction totale de la vente d'ivoire, comme en 89. À l'époque, ils sont totalement protégés. Si bien que certains États du sud de l'Afrique se plaignent d'en avoir trop, de devoir réguler les populations. Alors en 97, puis en 2000, 4 pays obtiennent l'autorisation de vendre de nouveau de l'ivoire. Le trafic ailleurs explose, ces 4 pays deviennent une plaque tournante pour légaliser l'exportation vers les pays d'Asie. C'est là que les défenses sont travaillées en toute légalité et que se situe le plus gros marché de l'ivoire. Tout ce qu'on peut nous dire, on peut le réglementer, on peut le surveiller et tout ça dans l'état actuel de l'Afrique et, disons-le franchement, la malhonnêteté des douanes asiatiques, il est évident que tout ce commerce est incontrôlable. Ce n'est pas avant plusieurs mois que la décision pourra être prise. Et les États du sud de l'Afrique feront pression pour conserver leur dérogation. Les nouvelles tendances du tourisme avec l'engouement pour la découverte, l'histoire, les traditions. Dans le Tarn, par exemple, voici la route du pastel. Le pastel, c'est cette fleur qui produit un pigment bleu, souvent utilisé pour la teinture ou la décoration. Au XVIe siècle, c'était la principale ressource de la région. Isabelle de Lyon, David Bress. Voici le pays de Cocagne. Contrairement à ce que dit le dictionnaire, il n'a rien d'imaginaire. C'est toute une région à l'est de Toulouse qui a fait fortune au XVIe siècle grâce à une plante, le pastel. Ses feuilles broyées, séchées, compressées donnent une cocagne. Une cocagne du boule comme celle-ci, qui représente à l'époque 2 mois de travail de fait et qui nécessite pour chaque boule comme celle-là environ 1 kg de feuilles fraîches comme celle que je tiens ici dans mes doigts. Exportée dans toute l'Europe, c'était l'une des rares sources de couleur bleue, la couleur des rois comme des paysans. Cette teinte-là éloigne ainsi les insectes. C'est pour ça aussi que partant cet intéressant phénomène, autrefois, on peignait presque tout en bleu. Les portes des maisons, des granges, des écuries. Pour moi, le pastel, c'était tous les tons pastel en fait. Je voyais d'ailleurs pas le rapport entre le pastel et la couleur bleue. L'alchimie du pastel, on la découvre bien plus à l'ouest, à Lectoure. Des vêtements trempés dans une infusion de feuilles ressortent verts, puis deviennent bleus en quelques secondes au contact de l'air. C'est le seul bleu qui existait en Europe pendant des siècles et qui n'existait plus. Aujourd'hui, on peut faire 1000 bleus différents qui n'ont aucune histoire. Je trouvais essentiel de redécouvrir ce bleu et de le remettre en valeur. Aujourd'hui, plus de cocagne, mais des bains oxygénés qui permettent de récupérer des pigments. C'est vraiment de l'or bleu puisqu'en fait, on va traiter 1 tonne de feuilles pour obtenir 2 kilos de ce pigment pur. On est dans les mêmes proportions que pour un parfum. Utilisé en teinture pour des vêtements, en craie par les artistes, en cosmétique pour son huile essentielle, le pastel se redécouvre un avenir. Sport, Wimbledon, ça passe pour Amélie Mauresmo, qualifiée pour les quarts de finale. Elle a battu l'Italienne Silvia Farina Elia, 7-5, 6-3. Ça casse pour Tatiana Golovin. La jeune Française a été sèchement battue par l'Américaine Serena Williams, 6-2, 6-1. La disparition de Georges Decaune après Marcel Julien, c'est un autre pionnier de la télévision qui disparaît, animateur, explorateur. Il avait aussi été l'un des premiers présentateurs du journal télévisé, Claude Crespo. Carte de presse 2309. Georges Decaune devient journaliste, d'abord à la radio, ensuite en 49 à la télévision. C'est le temps des reportages en Jeep et surtout des caméras muettes 16 mm. La possession d'une caméra de 16 à l'époque est un laissez-passer, c'est suffisant pour entrer à la télévision. Mais il faut avoir une caméra de 16 qui n'est pas très courant. Il ne nous reste plus grand-chose à vous annoncer, tout au plus... Sous la direction de Pierre Sabag, avec entre autres comme confrères Claude Darger et Léon Zitrone, il présente le journal télévisé pendant 3 ans. L'île s'appelle Eyao. Vient ensuite le temps des expériences humaines. En 62, le grand voyageur tente de vivre pendant 1 an, seul avec son chien Hider dans cette île du Pacifique. Il ne tiendra que 4 mois. Cette aventure lui vaudra la sympathie du public, qui apprécie son panache, son irrespect pour les puissants et son côté anarchiste. Mais l'anarchie qui ne prône pas la violence. L'anarchie qui est celle de la générosité, c'est-à-dire l'indépendance, le goût de l'indépendance, le goût de la liberté. Il se frotte aussi à la comédie, théâtre ou cinéma. Lui sur scène, son ex-épouse Jacqueline Joubert dans les coulisses. Et bon sang ne saurait mentir, Antoine son fils a repris le relais, une filiation qu'il évoque avec humour.
Moi, au service des sports, j'avais réussi à le caser en cachette, comme pigiste, oui. Vous savez où on le trouvait toute la journée? Dans les douches des footballeurs. Journaliste écrivain, on retiendra de Georges Decaune un ton à ce jour inimité en télévision. Signalons à l'attention des automobilistes et des piétons que la plus grande prudence est recommandée demain, en particulier dans la région de Saint-Guilhem-du-Désert, dans l'Hérault, où se déroule la procession des escargots. Ce journaliste touche à tout disait « Je cours après tout ce qui vit. J'espère courir jusqu'à la fin de ma vie. Promesse tenue, monsieur Decaune. » Du cinéma pour terminer avec le festival Paris Cinéma, 400 films, 4 € la séance. Et pour donner le coup d'envoi, Jean-Paul Belmondo qui s'est confié à Pascal Deschamps et Virginie Travers. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour qu'un festival rende pour la première fois hommage à Jean-Paul Belmondo? C'est sans doute ce que beaucoup se demandaient hier soir, beaucoup, mais pas lui. L'hommage, la médaille de Paris, il les a pris comme il a toujours tout pris, avec la simplicité qui sied au plus grand. Et vous êtes un des tout premiers dans notre cœur. Merci. Et s'il n'ose plus trop s'exprimer en public désormais, c'est derrière le rire qu'il cachait, comme il a toujours fait, son émotion. Je suis très heureux de cet hommage et très heureux de le lieu. On a l'impression que le choix du magnifique, ça vous correspond parfaitement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sur le parvis de l'hôtel de ville, ils sont nombreux à l'attendre, revoyant quelques images de ses films. Un montage qui rappelle à tous une carrière extraordinaire de Godard à Lautner, de Melville à Verneuil, une carrière qui le rend unique. Tout est venu comme ça, tout est venu à lui. C'est ça ce charisme étrange, c'est ça cette façon d'être en prise directe avec son temps, même en avance de son temps. Hier soir, toutes les générations étaient là. Un salut à la foule, chaleureux, mais bref, pour laisser la place au cinéma et place à ces personnages inoubliables comme le magnifique, parodie hilarante du monde des espions dans lequel il se moquait de son image. Comme votre peau va bien avec Bach. Handel. Et c'est bien à Bébel le Magnifique que Paris rendait hommage hier soir. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h55 pour réviser un peu avant les départs en vacances. Le code de la route, grand examen 2004, c'est le retour, donc avec Patrice Laffont et Sandrine Quétier. Dès 6h30 télématin, dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Noël Mamère. Pour se dire au revoir, la voici, la revoilà, la flamme olympique après la France. Elle est arrivée en Allemagne, à Munich très précisément. La prochaine étape, Berlin, demain. À demain, justement.